Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans forcément augmenter leur trafic. Mon travail, c'est d'aller améliorer ce qui compte vraiment, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et ce petit moment clé où un visiteur décide d'acheter ou non. J'analyse votre site comme si j'étais un client, donc je repère ce qui bloque, ce qui freine, ce qui peut vous faire perdre des ventes, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est de générer plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, qu'il y a quelque chose qui bloque mais que vous ne savez pas exactement quoi, je peux sûrement vous aider. Vous pouvez réserver un appel avec moi dans le lien en description. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Il y a des marques qui naissent d'une idée et d'autres d'une histoire. Aujourd'hui, je reçois Victorine Waro, une entrepreneure qui a grandi au cœur d'une aventure familiale commencée sur les marchés du Nord dans les années 90. Ce qui n'était au départ que quelques plaids vendus avec conviction est devenu au fil des années une vraie marque portée par une vision forte, un e-commerce plus sincère, plus durable et profondément humain. En 2013, elle a fondé Plaid Cocooning avant d'ouvrir un nouveau chapitre en 2025 avec Waro, une marque qui porte désormais son nom et son héritage. Dans cet épisode, on va parler de transmission, de choix forts et de ce que ça veut vraiment dire de construire une marque alignée avec ses valeurs. Bonjour Victorine et merci d'être mon invitée aujourd'hui. Bonjour Céline, merci de me recevoir. Quelle joie de partager ce moment avec vous. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous raconter ce qu'est Waro aujourd'hui avec tes mots? Alors moi, je m'appelle Victorine, donc Victorine Noiro. Je suis la dirigeante de l'entreprise Chloish. Donc Chloish, c'est une entreprise où nous avons plusieurs marques, dont la marque Waro, hein, qui est une marque éponyme, où nous vendons de la douceur, mais pas que. On vend aussi des moments, on vend surtout du cocooning et bien plus encore. Tout reste à écrire. Waro aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est surtout, une famille qui a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale et qui a choisi, initialement de travailler avec quelques copains, qui étaient entourés des bonnes personnes et qui, petit à petit, a construit, sa structure et son écosystème autour de valeurs de partage, des valeurs de transmission et surtout autour d'un alignement, de Oui. toujours être, fidèle à qui on est, d'être authentique et de toujours se dire les choses et d'être transparent. Et c'est comme ça qu'on avance, du coup depuis 2013. Donc j'ai choisi, de faire une évolution, qui a été, stable et constante. Donc j'ai pas pris, la grande route, des business angels, et des levées de fonds et on a construit, cela, donc on, c'est, moi et mon frère Mhm. qui a rejoint l'aventure, un petit peu plus tard, qui nous a rejoints, en 2018. Le temps, de lui, finir ses études, faire quelques expériences dans d'autres entreprises et de revenir avec, du savoir-faire, de la méthode Ouais. et surtout un autre regard. Puisque moi, j'ai vraiment créé la structure au sortir de mes études. C'est-à-dire que j'ai jamais travaillé pour personne. Je n'ai jamais été dans une autre entreprise et Ouais. j'ai, construit les postes et j'ai construit ma structure au fil de l'eau et au fur et à mesure. Donc je me suis reformée, notamment il y a 2 ans à l'IFM de Paris, Ouais. Institut français de la mode, pour justement venir, appuyer des connaissances, solidifier et même, consolider, les acquis et ce qui a été appris également. Et donc pour revenir, aux origines, quand on a, commencé l'aventure, on a construit ça vraiment avec beaucoup de patience, beaucoup de stabilité et beaucoup de labeur finalement. Tranquillement, mais sûrement. Ouais. Et on a eu un site internet, pour revenir au cœur du sujet qui est le e-commerce. On a commencé à avoir un site internet et on devait être en 2018, je pense, donc Ouais. très, très tard. Ouais. Initialement, on était, principalement que pour des distributeurs et des revendeurs boutiques. D'accord. Et puis après, je me suis dit: «Bon, il y a de la demande, autant créer un site internet et partager, en fait, ce qu'on fait, ça sert à rien de se fermer, en fait, les portes». Le site Mm. e-commerce, c'est aussi une vitrine sur le monde et c'est aussi une manière de toucher, d'autres personnes. C'est que Oui. là, on est implanté dans plus de 300 points de vente et l'idée, c'est que en ayant ce site internet, on peut retrouver les produits aussi peu importe où on se trouve. Même quelqu'un, Ouais. qui est parti vivre en Afrique du Sud, il peut acheter un plaid. Mm. Tout à fait.
Et toi, donc, tu as grandi dans cet univers de plaid parce que, en gros, tu allais sur les marchés avec ton papa quand tu étais plus jeune, c'est ça? Alors C'était déjà, ne- comment concrètement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors déjà, notre grand-mère est une couturière, notre arrière-mère était aussi une D'accord. couturière, donc on a toujours grandi dans le textile. Et on avait notre autre grand-mère qui avait un magasin de fringues, donc on était et dans le commerce et dans le textile. Hmm. Et donc c'est une appétence textile qu'on a toujours eue depuis le début. Et notre père, c'est un démonstrateur, donc c'est la personne que vous voyez sur les foires et qui vous vend les plus légumes, qui vous vend le gadget incroyable. Et il a commencé, il vendait des cagoules canadiennes. Donc une cagoule canadienne, c'est une cagoule qui est multifonction, qui est en polaire, et cetera. On fait plein de choses avec. Et moi, j'ai toujours accompagné mon père sur les marchés. Depuis que j'ai 12 ans, hein, je le suis partout sur les marchés. Et j'avais mon stand, du coup. Et un jour, en plus des cagoules, il nous a ramené des plaids. Et il nous a dit, je pense que ça va être génial. Et ça a été très cool. Il y a eu un vrai engouement. Et on s'est dit, à un moment donné, on s'est dit, plutôt que d'acheter nos plaids chez quelqu'un, on va peut-être créer ce que nous, Ouais. on a envie d'avoir. Je vais vendre ce que j'ai envie. Parce Hmm. que forcément, quand on vend un produit qu'on aime, on le vend forcément mieux. Oui, c'est sûr. Hmm. Et alors, à quel moment tu t'es dit, t'es passé de je vais aider mon père à je reprends vraiment cette histoire et cette marque? Ben, c'est simple, après mes études, en fait, j'ai toujours aidé mon père en parallèle de mes études. C'est-à-dire que le week-end, on allait bosser, j'allais en foire. L'hiver, je faisais les marchés Noël, donc j'étais tous les week-ends en marché Noël. Donc j'ai fait de nombreuses fois, les Champs-Élysées, puisqu'à l'époque, il y avait encore le marché Noël sur les Champs-Élysées, Ouais, la Défense. Et c'est là, hein, où vraiment où tout a commencé, c'est sur les marchés Noël des Champs-Élysées. Et donc tous les week-ends après les cours, j'allais bosser là-bas, j'étais en cours sur Paris, donc c'était plutôt pratique. oui, Et en fait, j'ai orienté mes études, un jour, j'étais en sciences politiques à Paris et j'ai pas aimé ce que je faisais, j'ai pas aimé ce qu'on m'apprenait, j'ai pas aimé le la dynamique et j'ai choisi de revenir sur l'île. Donc je suis revenue sur l'île et j'ai eu un parcours, à l'IFM, pas à l'IFM, à l'IAE de Lille, donc à l'Institut d'administration des entreprises, qui est un parcours type un peu école de commerce, mais version de l'État en fait. Donc c'est pas gratuit, mais on n'est pas dans des budgets d'école de commerce. oui, Où j'ai eu des cours qui étaient vraiment incroyables avec des super professeurs. Et j'ai toujours été guidée par mon élan en fait et par les élans du cœur. C'est-à-dire que les élans du cœur ont toujours orienter mes choix. Et j'ai toujours fait, même que ce soit dans mes études ou professionnellement ou dans tous les choix que je fais, il faut que j'ai l'élan du cœur d'y aller. Et donc, quand j'ai choisi mes études, j'ai choisi là où ça résonnait le plus pour moi. Donc, j'ai fait un M1 en management et sciences sociales et un M2 Executive International Management. Et en parallèle, comme j'aidais toujours mon père m'a dit, écoute, ça serait sympa si en fait, toi, tu devenais ma grossiste et moi, je suis ton client. Comme ça, on s'organise comme ça. Tu es, grosso modo tranquille. Tu peux vivre ta vie, t'installer tranquillement et puis le business, il prendra la forme qu'il devra prendre. oui, Et donc j'ai mis ça en place. C'était, au début, très simple, il y avait pas du travail, 35 heures semaine. On va pas se raconter d'histoire au tout début, hein. C'était, je devais travailler 3 heures par jour, c'était le bout du monde, mais parce que j'avais, des clients, mes clients, c'était que des distributeurs. Et donc j'avais pas des appels tous les jours et oui, même si je réfléchissais à la collection et cetera, mais ça me prenait pas, 150 ans. Et en fait, petit à petit, je me suis dit: «Oui, mais j'ai en fait, je m'ennuie le reste du temps. Il faut que j'occupe mon temps. Donc il faut que je cherche, à développer mon business et à hmm, développer le commerce». Et donc c'est là que j'ai eu l'idée de faire le salon Maison et Objets. Donc notre première édition de Maison et Objets, c'était en janvier 2016. Donc c'était un sacré risque parce que j'avais l'habitude de travailler avec des gens qui faisaient les foires et les marchés. Et là, je m'ouvrais dans un milieu qui était le milieu du B2B, je veux dire des vrais pros. Moi, j'avais l'impression d'être une fausse pro. Je pense que le syndrome de l'imposteur qui était pour beaucoup. Et c'est un syndrome que je suis peut-être pas la seule à avoir. Et donc, je me sentais pas forcément légitime à arriver sur Maison et Objets alors que j'avais tellement confiance dans mon produit. Je savais que mon produit était incroyable et je savais qu'il plairait puisqu'il plaisait déjà. hmm. Et la première édition, elle n'a pas été un franc succès et je suis quelqu'un de très persévérant. Du coup, j'ai continué. Septembre 2016, ça a commencé à convertir et on a continué petit à petit et là, vraiment, maintenant sur nos stands à Maison et Objets, il y a un peu d'attente. On s'est staffé, D'accord, mais il y a toujours ouais, un petit peu d'attente, donc c'est cool.
En fait, cool, c'est pas le mot, c'est génial, en fait. Ouais, C'est génial et hem, c'est hyper, comment dire? gratifiant. Gratifiant, ouais. J'avais le mot en anglais. Rewarding. En fait, ouais, c'est ça, c'est gratifiant. Ouais, Je sens que le fruit du travail que j'ai ouais, porté pendant enfin, c'est ce sont les graines que j'ai semées il y a c'est longtemps ça. qui ont germé et là, c'est le Ouais, fruit de tout le tu le travail et de ouais tout ce qu'on a fait pendant des années. et oui, ouais, ouais et quand tu as lancé, officiellement Plaid Cocooning, donc en 2013, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire différemment de ce que faisait ton père? Bien, je voulais sortir du milieu des marchés Ouais. parce que, alors attention, c'est un milieu que j'adore parce que c'est un milieu, je crois que j'ai un grand côté, nomade et vagabonde dans l'âme, donc j'adore ça et j'adore le côté on arrive le matin, on se pose, on travaille et on repart et puis on peut aller dans toute la France et à côté de ça, j'avais, des envies, j'avais des projets, je venais de me marier, je savais que j'allais avoir, un enfant et j'avais envie de me mettre, une forme de sécurité, d'offrir un cadre plus structurant à ma fille et donc je ne pouvais plus me permettre, je n'avais plus envie de vivre dans des insécurités, des incertitudes. En fait, c'est plutôt des incertitudes. Mmh. Le marché, on se lève le matin, on ne sait pas ce qui va se passer Oui. et en fait ça veut dire que tous les gens avec qui on travaille, c'est la même dynamique. En fait, un jour ça va et le lendemain ça peut très bien ne pas aller. Ouais. Il y a jamais aucune certitude, mais dans la vie de toute manière, il y a jamais aucune certitude et il y avait aussi le côté où malheureusement il y a, de ça, 15 ans, heu, faire les marchés était quelque chose qui était très mal vu. Moi, j'ai un souvenir où à l'école, quand j'étais petite, j'étais en primaire, j'avais pas le droit de dire que mon père, il faisait les marchés. Donc je disais comme les filles de ma classe: «Oh mon père, il est commercial, Ah oui, oui. tous les matins, il part avec sa petite mallette». Il y a jamais une petite mallette, hein, mon père et c'est quelque chose, je pense que ça s'est imprimé en moi, peut-être pas au bon endroit et du coup, j'ai grandi avec, ce syndrome aussi où il fallait, à tout prix en sortir parce que Mmh. c'était quelque chose dont on ne pouvait pas parler, qui était un Honteux, peu quoi. ingrat, Ouais. pas forcément, justement on disait le mot gratifiant, pas forcément gratifiant et que pour être accepté dans la société, il fallait avoir un métier beaucoup plus normé. Mmh. C'est-à-dire que nous, avec mon frère, quand on était plus jeunes, c'est surtout moi, comme notre père, c'était un original, on était pas mis de côté, mais on était perçus comme des originaux aussi et finalement dans notre société qui est relativement normée, c'est assez difficile Oui. et je pense que j'avais foncièrement envie de sortir de ça, j'avais envie de sortir de cette originalité. Alors je pense que je suis toujours originale, hein, et à ma manière et dans certaines formes et d'une certaine mesure et j'avais envie d'avoir quelque chose de plus normé et de plus rassurant et pour qu'on D'accord. puisse construire aussi des bases solides, des bases pérennes et qui puissent nous permettre d'avancer et de se projeter sur un futur. Là où quand on fait les marchés, c'est comme si chaque matin était un nouveau jour. Alors c'est génial, hein. Mmh. C'est génial, vraiment c'est génial. Mais j'avais besoin, je pense, dans ma construction, d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus pérenne. Ouais. OK et est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu étais en train de construire une vraie marque et pas de juste vendre des produits? C'était, mon objectif, initial et premier, parce qu'en fait, quand j'étais en études, j'ai passé mon temps et on avait des projets à rendre et moi j'ai triché, hein, j'ai fait des stages chez mon père, donc j'ai même pas fait de stage chez d'autres personnes. Enfin, une personne et je suis pas restée longtemps parce que ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai toujours, tous mes projets, je les ai faits sur, l'étude du potentiel qu'on avait dans ce milieu-là, donc dans le milieu du plaid, dans le milieu du textile et j'avais déjà, identifié que c'était important de construire une marque et que c'était en construisant une marque et pas juste en vendant des produits, qu'on allait pouvoir construire quelque chose de solide. Je suis restée toujours dans cette idée de fondation, de bâtir quelque chose Ouais. et de pour bâtir quelque chose et pour avoir des fondations, pour pouvoir vraiment poser un socle et pérenniser l'entreprise. Et pérenniser l'entreprise, c'est aussi, sécuriser d'une certaine manière les membres de ma famille ou Oui. mes parents en premier lieu. Mmh. Est-ce qu'il y a une décision difficile que tu as dû prendre pour faire grandir, l'entreprise? Je pense que chaque décision qu'on prend, elle est difficile. Mmh.
Mon ex-mari disait quelque chose de très juste. Choisir, c'est renoncer. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et, je lui rends hommage sur cette phrase parce que je pense qu'elle est très juste et je l'invoque encore souvent. Je l'invoque encore souvent. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un choix pour avancer, on doit renoncer à quelque chose. Et ça peut être renoncer à sa liberté, par exemple, en tant que chef d'entreprise. Je n'ai pas l'insouciance. Je ne peux Mm. pas avoir cette insouciance de me coucher tranquille. Oh là là, la nuit, elle fera son œuvre sur mon business, tout va bien se passer. Et en fait, chaque choix qu'on fait toujours sur quelle route on va prendre, quelle décision je vais prendre aujourd'hui, pour le futur, est-ce que j'embauche? Est-ce que j'embauche pas? Hem, Comment j'oriente ma collection? Sur quel point de vente je vais être? À chaque fois, au final, le choix est toujours difficile et c'est Ouais, toujours un choix à faire à tête reposée. oui, c'est sûr. Pas Il n'y prendre a de pas eu décision. de il y a pas eu de décision facile. Je dirais les décisions peut-être les plus faciles, ça a été pendant le covid. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas se déplacer, je ne pouvais Oui, pas aller voir les fournisseurs et j'ai tout fait à l'instinct et j'ai dit: «En fait, je pense que ça sera ça, ça, ça». Ça m'a pris 5 secondes et j'ai lancé. OK. Je me suis dit: «On va faire comme ça et ça va bien se passer» et ça s'est bien passé et ça m'a demandé d'avoir beaucoup de confiance et Ouais. de confiance en moi, de confiance en Mmh. mes équipes, de Mmh. confiance sur mes produits et sur mes choix. Mais même quand je choisis, je vais se dire: «Bah, je pense que je vais faire un plaid de cette couleur-là cette année ou ce design-là». Même le choix là, il est difficile. Ouais. De se dire pourquoi parce qu'en fait, c'est un risque, c'est toujours un risque. Oui, c'est toujours oui, c'est sûr. Comme je disais au début, j'ai pas d'investisseurs, Mmh. c'est Et nos oui. tripes qu'on remet sur la table, en fait. Ouais, c'est ça, Chaque ouais. dîner, Ouais, à chaque fois et donc ouais. c'est chaque choix que je le fais en mon âme et conscience. C'est l'argent de l'entreprise que j'investis Mmh. ou que je dilapide. Donc autant bien l'investir et autant bien le placer C'est sûr. pour que ça soit profitable à tous. Ouais. Même chaque décision d'embauche est un choix difficile aussi. Dire: «Est-ce que je peux me permettre d'embaucher? Est-ce que je peux embaucher? Est-ce que je peux pas embaucher? Est-ce que je me presse un peu plus le citron? Est-ce que je fais plus d'heures pour faire ce travail ou est-ce que je prends quelqu'un en plus?» Mmh. Mmh. Et oui, c'est vrai que chaque décision est difficile à prendre, hein, finalement. Mmh. Chaque décision implique une responsabilité Oui, et chaque responsabilité implique un poids des conséquences, ouais, et des qu'il faut conséquences. peser. Mmh. Exactement. Et alors, c'est une histoire qui est très familiale. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou de tension et comment tu les as traversés? Je pense que le nerf de la guerre, c'est le sang et c'est tant qu'on est avec notre sang, nos parents, mon frère, Mmh. tout va bien et il faut toujours rester, plugué sur le lien du cœur et le lien du sang et c'est ça qui doit faire foi toujours et en fait, tant qu'on est, sur, ce lien du sang, il y a rien qui peut faillir et le lien du sang est un lien d'amour Mmh. et ça, c'est plus fort que tout. Il faut juste pas oublier. Il faut Ouais, pas oublier qu'il y a de l'amour. Il ouais. faut pas oublier qu'on a le même sang qui coule dans nos veines et à ce moment-là, ça devrait filer. Donc vous dites, chez Waro, vous dites que vous ne vendez pas des plaids, mais des moments de vie. C'est quoi pour toi concrètement cette différence? La différence, elle se situe dans le fait que déjà on vend un produit qui est d'une qualité franchement rare, honnêtement. J'ai assez sillonné le marché, et le marché, je parle le grand marché, hein, faire un magasin, regarder ce qui se passe à gauche, à droite, pour voir qu'on a un produit qui est hautement qualitatif et tous les gens, honnêtement, quand ils me parlent encore hier, ça m'est arrivé, je vais te raconter l'anecdote, du coup ça sera plus simple et c'est plus drôle. Oui. On travaille avec une, donc un couple. Pour nos photos, on travaille avec un couple, donc une photographe et un vidéaste. Et généralement, quand je travaille, sur un shooting, à la fin du shooting, j'aime bien faire un petit cadeau parce que les shootings, c'est assez intense. Mmh. Généralement, je leur offre un plaid. Chacun a le droit de choisir son plaid. D'accord. Ouais. Et donc au dernier shooting, où j'avais pas fait de vidéo, j'avais fait que de la photo, j'ai offert un plaid à la photographe et on s'est appelé hier pour organiser le prochain shooting et elle m'a dit: «Écoute,
Le plaid est incroyable. On s'en est servi tout l'hiver et on s'est battu pour avoir le plaid Ah ouais. tout le temps, pour être à 2 sous le plaid. Et donc elle dit: «Ce n'est pas possible, je vais t'en reprendre un». Et en fait, c'est une histoire qui est récurrente, qui revient souvent, où c'est des gens qui achètent un plaid, qui se battent pour le plaid, donc ils en veulent un deuxième. En fait, le plaid, c'est une forme de tissu social. Il se passe quelque chose, en fait. Et quand on est sous un plaid, il y a un moment où c'est un peu comme une cape magique. Je vais dire que ça soit la cape d'invisibilité d'Harry Potter ou que ça soit une cape de force. Il y a un côté armure, en fait. Il y a un côté protection. Et quand on est sous son plaid, on a une forme de protection, mais une protection d'amour. Mm. Et on se sent contenu, lové. Il y a vraiment quelque chose autour de la contenance, en fait, on se sent Ouais. entouré. Et je pense que vraiment, le plaid procure ça. Et je vais même aller plus loin. J'ai une de mes clientes qui commande souvent sur le site et donc on lui avait fait un petit message la dernière fois assez personnalisé et un petit cadeau aussi d'ailleurs, parce que c'était vraiment une cliente fidèle. Et elle nous a fait un mail pour nous remercier et en fait, elle disait que elle a enfin malheureusement, elle l'a pas choisi, hein, et ce sont des choses qui arrivent parfois dans la vie. Elle a un fils autiste et que le plaid, parce qu'il est lourd et parce qu'il est doux, lui apportait beaucoup de réconfort et lui faisait beaucoup de bien. Et Mm. je sais qu'en fait, le tissu et le textile, parfois, a un pouvoir insoupçonné, certes, Oui. dans la parce que le poids aussi, c'est un peu comme ça a été un tout petit peu la mode à un moment donné, les gravity blankets, les couvertures lestées. Ah oui. En fait, parce que les couvertures lestées, ça vient calmer le système nerveux. Et il y a eu des études qui ont prouvé que le textile qui était lourd, une couverture lourde, ce qui donne du poids, ça vient vraiment calmer le système nerveux. Alors, vous ferez l'essai avant de vous coucher. Mettez quelque chose de plus lourd au niveau de vos pieds, vous verrez, non, ça il y a vraiment quelque Ah chose qui se ouais. passe. Moi, du coup, D'accord. j'ai vraiment du mal à dormir, sans avoir un truc lourd au bout de mon lit. Donc si je suis à l'hôtel et qu'il y a pas de plaid, je vais mettre une serviette au bout du lit pour mettre du poids. D'accord. C'est Ouais. Et tu mets au niveau des pieds alors? Moi, c'est au niveau des pieds, ça Ok, fonctionne. ok, d'accord. Intéressant. À tester. Franchement, à tester, je recommande. Et donc c'est dans ça où c'est plus qu'un produit et qu'il y a vraiment un moment de vie parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et alors l'idée, c'est d'essayer de retraduire ça aussi par notre gamme d'accessoires parce qu'on s'est développé aussi en proposant des accessoires et que l'accessoire qui est majoritairement féminin, hein, on va pas se raconter d'histoire. Après, c'est unisexe, hein, mais le met qui le veut. Mais l'idée de l'accessoire, c'est aussi d'embellir la femme, qu'elle se sente belle en fait avec son Mm. accessoire, qu'elle se sente jolie et que ça booste sa confiance en elle. Et c'est de ça où on contribue de, vraiment d'offrir un moment de vie, un petit plus, Oui, une cerise sur le gâteau. ouais. Et vous avez fait un choix qui est assez radical. Pas de solde, pas de Black Friday. Ça fait peur au début ou c'était une évidence pour vous? Ah, pour nous, ça a toujours été une évidence. Et du coup, c'est un combat perpétuel parce que j'ai mon équipe digitale. Mais c'est incroyable que vous avez vu qu'on fasse pas de solde. Ben, j'ai été consulter votre site pour Pas de solde, préparer pas de le Black podcast. Friday. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, oui, c'est un combat perpétuel parce qu'à chaque fois, l'équipe digitale est là: «Oui, mais tout le monde fait des soldes, les concurrents font des soldes, Ouais. il faut qu'on fasse des soldes». Non, on ne fait pas de soldes. Les grandes marques, les belles marques, les marques qui sont situées sur un positionnement qui va être un peu plus élevé, Mm. il y a pas de solde, en fait. Mon produit, il est au juste prix. Je raconte pas une connerie, j'ai pas gonflé mon prix pour Ouais. pouvoir le baisser après, pour pouvoir, avoir de la marge. C'est stupide, en fait. Mon prix est au bon prix, c'est le tarif juste et c'est pour ça qu'il y a pas de solde, il y a pas de Black Friday, il y a rien. Alors si en fin de saison, potentiellement, sur un article qui est pas Mm. reconduit, on peut faire une vente archive, comme là, on aura, dans 2 semaines où, bon, bah, on fait de la place parce que de toute manière, le produit, je le remettrai pas au catalogue l'année prochaine et donc j'ai besoin de Oui. déstocker, hein, tout Ouais, c'est simplement. ça. Donc Ouais. là, Ouais, ouais. ça sort des effectifs, mais Ouais. il y a pas de solde, non. Ah Donc en ouais. fait, peut très bien avoir une année où il y aura une vente archive qui sera fournie et une année où il y aura une vente archive qui sera moins fournie, Oui. parce que ça sera forcément en fonction de comment la saison s'est passée. Et voilà, après, c'est un secret pour personne. L'année 2026 a été très compliquée en retail, pour beaucoup de marques, hein. Quand on voit, le nombre de liquidations qui sont en train de se passer, je suis contente qu'on soit encore là et qu'on soit debout et c'est vrai que ça a été
une année particulièrement charnière, hein, parce que, il y a des nouveaux acteurs sur le marché, parce que, malheureusement, Shein et Temu ont pris, énormément de parts de marché sur le domaine de la consommation Ouais. et et en fait, je juge pas, hein, ce sont des choix et les consommateurs sont maîtres et je comprends ces choix au regard du faible pouvoir d'achat qui est là et qui est réel, hein, mais bon, ça, on pourrait encore en parler pendant 150 heures, hein, Oui, les c'est sûr. histoires de Ouais. politique et cetera, mais et en fait, ça a contribué à fragiliser tout l'écosystème, de la consommation classique où finalement, j'ai le ressenti que j'ai eu, c'était qu'il y avait plus vraiment de consommation plaisir. Je ressens plus le: «Tiens, j'ai envie de me faire plaisir, je vais aller m'acheter un petit truc pour me faire plaisir». Ouais. Ça, je le ressens plus et je suis énormément allée en point de vente, cet hiver parce que pour moi, c'est très, très important d'être au contact du client, de connaître la réalité du marché, de savoir ce qui se passe Oui. et encore maintenant, je vais régulièrement me promener en centre commercial, en centre-ville pour, heu, pour sentir en fait qu'est-ce qui se Ouais. passe? Quelle est dans l'atmosphère? Est-ce que les gens ont des sacs? Est-ce que les gens n'ont pas de sacs? Dans quel magasin il y a du monde? Est-ce qu'il y a de la queue aux caisses? Par exemple, cet hiver, ça a été, frappant. On a un centre commercial, nous on est à Roubaix, donc on est à côté d'Euralille. On a donc le centre commercial de Lille. Euralille, il y avait du monde dans le centre commercial, personne dans les caisses, personne dans les magasins, sauf 2 magasins, Primark et Normal, Ah qui oui. pratiquent des petits prix, où là, il y avait des Ouais. queues, hallucinantes. Mais D'accord. parce que voilà, ça vient c'est le reflet d'une société, en fait. C'est le reflet Mmh. d'une crise économique aussi qui est C'est là. ça, ouais. Et ce sont des facteurs qui sont à prendre en compte Mmh. et notamment dans l'écriture du e-commerce aussi, pour revenir au sujet initial, avec cette histoire de solde, pas de solde. Donc non, on ne fait pas de solde. On a des prix qui sont justes, qui ne sont pas, des prix, Oui. qui ne sont pas des premiers prix, hein, qui ne sont pas les mêmes prix qu'on pourrait retrouver, chez les discounters. Ça, j'en ai bien conscience et d'où la difficulté de ces de cinq je sais pas vraiment si c'est une difficulté, mais c'est une nouvelle inscription, en fait, dans l'écosystème, de la décoration et donc le parti pris, c'était vraiment de rester sur son prix juste. Oui. Je ne gonfle pas mes prix pour pouvoir les réduire après. Ouais. Je comprends. Et alors, vous avez une seule collection par an, donc il y a pas de surproduction. Non. Concrètement, ça change quoi dans la manière de piloter le business? Eh ben, ça veut dire qu'on a, des achats qui sont très raisonnés, très mesurés, sur lesquels on réfléchit beaucoup. Je reviendrai à ce que j'ai dit initialement, on n'a pas d'investisseurs étrangers. Mmh. Donc, c'est, nos deniers qu'on remet sur la table en chaque instant. Donc il y a pas de dépenses inutiles et pas de surconsommation. C'est-à-dire que je ne vais produire que ce que je suis en mesure de vendre et donc je vais aller ouvrir des marchés en fonction de ce que j'ai budgétisé et de ce que j'ai prévu. C'est-à-dire que si j'ai prévu, on va se concentrer sur le site e-commerce, on a majoritairement un marché qui est français. Je vais me concentrer sur le marché français, je vais pas dire: «Bah, demain, je vais décider d'aller aux États-Unis, et il faudrait que j'ai des volumes en conséquence qui soient Ouais. cohérents» et donc à chaque fois, c'est ce que je disais aussi au début, j'ai une croissance qui est mesurée et qui est tranquille, qui va tranquillement pour toujours rester dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. Et de Ouais. pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et donc dans la manière de piloter, c'est-à-dire travailler avec des prévisionnels, travailler avec des estimations, ça veut dire aller sonder les clients, à rappeler nos clients B2B par exemple, «Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous aimez?» Étudier, les sorties des articles, qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce qui n'a pas plu? Qu'est-ce qui plaît moins? Qu'est-ce qui plaît plus? Et comment je vais m'orienter après dans mes choix et dans mes décisions créatives, notamment. Par exemple, là, les accessoires, on a eu beaucoup plus de demandes sur la gamme accessoires. Donc, c'est de réécrire aussi l'articulation entre quelle proportion de plaid, quelle proportion de fausse fourrure, Ouais. quelle proportion d'accessoires. D'accord. Et aujourd'hui, donc pour parler un peu du pilotage, du e-commerce, aujourd'hui au quotidien, comment est-ce que tu pilotes, Waro? C'est quoi les deux trois indicateurs que tu regardes pour savoir si tout va bien? Alors, j'ai une équipe, j'ai la chance d'être accompagnée d'une équipe de 4 personnes. Donc, une personne, à la com, UX design et cetera, tout ce qui va être visible sur le site. Une personne au traffic management, une personne au SEO et une personne sur la partie, plutôt, influence, collab, Instagram, community management et cetera. OK.
Donc tous les jours, on va regarder les sites, pardon, les ventes, Oui, le chiffre d'affaires. Et alors moi, j'adore regarder qui a commandé, où ça part. Donc d'accord. si Ouais, le client et c'est un client récurrent, combien de fois il est venu sur le site. Donc on analyse aussi combien de fois la personne elle est venue sur le site. Donc l'idée, c'est d'essayer de réduire le nombre de jours entre la première visite et l'achat. oui, Donc ça, c'est un de nos axes pour l'année prochaine. On va regarder le nombre de visites et on va aller regarder le taux de rebond. On va aller regarder tous ces petits indicateurs. De temps en temps, on va faire, si je vois qu'il y a beaucoup de visites et pas beaucoup de taux de rebond, pas de conversion, etc. On va se faire une petite session OJA pour aller vérifier, regarder qu'est-ce que les gens vont voir. On fait beaucoup d'A/B testing aussi. On va tester des choses, on met en place des petites choses pour voir ce qui plaît pas. On utilise nos leviers d'activation privilégiés. Donc, on a des petits leviers qu'on adore, les newsletters. d'accord. On fait aussi des ads, donc du coup sur Meta et sur Google. Ouais, Donc des ads qui génèrent finalement, les ads ils génèrent beaucoup de trafic. C'est ce qui amène le plus de trafic sur le site. ouais, Là, on est en période creuse parce que c'est la basse saison et on n'a pas forcément d'événements en ce moment. Et donc, du coup, il y a moins de, pour être très sincère, il y a moins de flux sur le site. oui. Donc, c'est un temps où on est beaucoup plus dans l'analyse. On va pouvoir pousser beaucoup plus le Hmm. temps qu'on va accorder à, tiens, ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me raconte. On va faire parler les chiffres et les données. Ouais, bah oui, justement, c'est un temps où si tu as moins de trafic, tu peux en profiter de ce temps-là pour, comme tu dis, analyser toutes tes données et ce qui se passe sur ton site, quoi. Pour aller plus en profondeur, en Ouais, fait, dans la donnée. ouais, c'est Plutôt ça. que, plutôt aller chercher de la conversion maximale, on va vraiment aller chercher à avoir quelque chose de qualitatif. L'idée, on s'est mis sur une stratégie plutôt long terme. Quand on a fait la refonte du site et qu'on a fait le rebranding, donc on est passé de Plate Cocooning à Waro, on a choisi d'avoir une stratégie sur le long terme, donc une stratégie Hmm. de notoriété déjà pour pas perdre nos clients avec ce rebranding. Et ensuite, une stratégie où on va aller chercher du contact qualifié. C'est pas du leads, pardon. On va aller Oui, chercher du ouais, contact qualifié. Donc, ça sert à rien de ratisser large, on veut ratisser bien. tout à Donc, fait. autant tout de suite aller cibler la bonne personne et aller chercher la bonne audience. Et c'est là-dessus où on a vraiment mis beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Hmm. Et alors, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui pilote à la donnée ou à l'intuition? À moi, l'intuition. Ah ouais. À l'intuition 100%. Et après, j'ai une équipe qui pilote à la donnée. Donc, moi, je Ouais, donne des guidelines. Et puis après, eux, ils vont se mettre sur les données, sur les analyses. Et ils vont affiner ce que j'ai dit. Mais j'ai une énorme confiance en mon intuition. d'accord. Est-ce que Peut-être tu à as tort, hein, j'en sais rien. Mais pour l'instant, elle a toujours été juste. est-ce que tu un exemple justement où tu as dû choisir entre les deux? Non. Non. Parce que je laisse pas le choix. Ok, d'accord. Je laisse pas le choix, c'est toujours l'intuition. Et après, je donne un droit de parole pour la donnée chiffrée. Et Oui, généralement, je suis pas à côté. Donc, bon. c'est bon. Mais après, oui, le dernier mot, par exemple, j'ai mon traffic manager qui est assez poussé dans l'analyse. Et je lui donne facilement le dernier mot sur de l'analyse chiffrée. Ouais. Je m'en remets à son savoir, puisque Hmm. c'est lui qui détient le chiffre. Oui, 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 c'est clair. Les chiffres parlent aussi. Les chiffres parlent. Ouais, c'est Donc, il y ça. a forcément ce que je ressens. Ils Et donnent des après, faits, quoi. il y a une réalité. Ouais, Et évidemment, je ne vais pas aller faire un truc qui est complètement déconnecté de la réalité. Il faut toujours se coller à une forme ouais, de bah réalité. oui. Ouais. Et alors, si demain une marque e-commerce veut copier Waro, qu'est-ce qu'elle ne pourra jamais copier, jamais reproduire? Bah déjà, si elle veut me copier, je l'attaque en justice. Ça commence par là. On a une très bonne équipe d'avocats. On a déjà fait plusieurs fois. Ça nous est déjà arrivé, hein. Ah Ils ouais? utilisent nos clés, ils utilisent nos wordings, parfois même nos photos, et puis ils créent un site de dropshipping. Donc, ça nous est Ah oui, déjà arrivé. d'accord. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, du coup, bah, courrier d'avocat, début de procédure. Généralement, c'est assez rapide. Ouais. Et puis voilà. Et donc, du coup, j'ai oublié la question. Si elle veut copier, qu'est-ce qu'elle doit pas S'il y a faire? une marque e-commerce qui veut un peu reproduire la même chose que vous, qu'est-ce qu'elle ne pourra jamais copier? Donc, en gros, quel est votre ADN profond que personne Ah ne ben, le peut... cœur. Je Hmm. pense qu'on ne pourra jamais copier nos valeurs, notre cœur et Mhm. l'énergie qu'on met dans notre projet.
Parce Ouais, que j'estime que moi, je suis une passionnée, j'ai une équipe de passionnés et la passion, ça se copie pas, tout à fait. ça s'infuse. Donc, Ouais, après, voilà. Je pense qu'elle se ressent, je pense que cette passion, on va travailler à ce qu'elle se ressente encore plus de toute manière. Et je pense que la passion, elle se ressent vraiment au fil de notre site, sur notre Instagram, ouais. sur nos photos. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Et Hmm, quand on met tout son cœur dans les projets, le cœur, c'est pas copiable. c'est vrai. Très bien dit. Alors, pour parler un peu de la vision du futur maintenant, j'ai vu que sur le site, vous vouliez ramener la production dans le Nord. Est-ce que c'est au stade de rêve ou c'est un vrai projet stratégique? Eh ben, en fait, c'est un vrai projet qui est déjà en partie abouti, mais pas dans le Nord. Ah, Puisqu'avec mon frère, nous avons fait l'acquisition en décembre 2024 d'une société de confection de linge basque, donc d'accord, dans le sud-ouest, dans les Landes particulièrement. Donc ça s'appelle Artiga. Et en fait, avec Artiga, on a un atelier de confection. Et en fait, le projet Artiga, enfin l'histoire Artiga, ça a démarré que on avait notre plaid et on est allé voir l'ancienne dirigeante d'Artiga, Kitri Delfour, en lui proposant de faire un plaid biface, un côté Artiga, un côté plaid cocooning, parce qu'à l'époque, on s'appelait plaid cocooning. Et Kitri, elle a vu qu'on était enjoués, passionnés, plein de dynamisme, et elle nous a dit, ouais, ah, en fait, j'aimerais bien avoir ma boîte, ça vous intéresse ou pas? Et comme on a toujours eu cette idée de faire de la confection et de reprendre des ateliers et d'avoir de la fabrication française, on s'est lancé dans l'aventure Artiga. Donc voilà, on a ajouté une nouvelle corde à notre arc. oui, Et là, on vient d'en rajouter une troisième, puisqu'on vient de reprendre également une marque de fausse fourrure, 100% fabrication française, donc qui est entièrement confectionnée dans les Landes pour le coup. Donc chez Artiga, c'est Artiga qui est l'atelier de Maison Prélonge. Et donc ça, c'est génial. Là, la prochaine étape, qui est vraiment du rêve ultime, ça serait d'avoir des métiers à tisser de polyester dans le Nord. Mais bon, pour l'instant, oui, on n'y est pas. d'accord, Ça reste du rêve. Mais pour le projet confection, c'est totalement là, c'est ouais, abouti et on va d'ailleurs, c'est pas encore mis en place sur le site, mais c'est un projet de cette année, c'est d'avoir cette page confection sur mesure où en fait on va pouvoir proposer des plaids sur mesure. Donc ça sera uniquement des fausses fourrures. Et c'est là, ça va être sur mesure, c'est ce que vous voulez, quoi. Un couvre-lit, une robe de mariée, une ouais, table de ouais, camping. Franchement, il n'y a pas de limite. d'accord, On a trop bien. même quelqu'un qui nous a fait une commande de fausse fourrure, donc de notre frisson naturel qui est notre best-seller, pour habiller une Mercedes décapotable. Oui, d'accord, ok. Donc, mais une vieille, hein. Donc, Ouais, il y a pas de, j'ai toujours, il n'y a pas de limite, en fait. La c'est une seule limite, c'est voiture qui est chouchoutée, celle-là. exactement. Donc, c'est un vrai Ouais, projet et c'est un projet qui nous tenait énormément à cœur parce ouais, que on a beaucoup de, on essaie toutefois de mettre beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais cachée, j'ai du tout, hein. En fait, la fabrication chinoise, ce n'est pas un gros mot. On y hmm, a mis beaucoup de choses derrière à cause de Chine, à cause de Temu. On a mis vraiment beaucoup de mauvais mots, beaucoup de mauvaise énergie. Quand elle est bien faite, quand elle est bien menée, c'est pas un gros mot. Moi, ça fait 15 ans que je travaille avec les mêmes partenaires. Donc, avant même que je crée Jet Cocooning, mon père travaillait déjà avec eux. oui, Et moi, je n'ai pas changé de partenaire. Je suis pas à la course au prix à vouloir aller changer de fournisseur tous les 5 minutes. ouais, J'ai les mêmes partenaires depuis plus de 10 ans avec qui ça se passe très bien. Ils ont toutes les certifications possibles et inimaginables. Tout le monde est rémunéré selon le barème légal en Chine, voire même plus. Chaque salaire est vraiment respecté. Les droits de l'homme sont respectés. Il n'y a pas du ouais, travail des enfants. Il ouais, n'y a pas d'horaire fou. Moi, je vais visiter l'usine tous les ans. Ils font pas une usine fictive pendant que je viens. Non, c'est ouais. réel. Tu sais où Et, t'achètes, quoi. et on travaille avec donc nos fournisseurs. Ils ont même une manière de faire qui moi me touche et qui sont très paternalistes en fait dans leur approche et qui s'occupent de leurs employés comme si c'était leurs enfants. Hmm, Donc il y a quelque chose de très touchant en fait et c'est des journées de travail totalement respectueuses. Ils finissent tous à 17 heures. À 17 heures, il y a plus personne dans l'usine, vraiment. d'accord, ouais, ouais, Et ouais. ils ont commencé à 8 ou 9 heures en fonction de leur début de journée. Oui, donc des journées normales, pas. Et en fait, on est sur des qualités, malheureusement, en fait, le tissage du polyester est quelque chose que nous n'avons pas en Europe.
Et alors à savoir que le polyester, c'est une fibre qui est réutilisable à l'infini. D'accord. Et donc, nous, on travaille avec une fibre recyclée. Donc, c'est un fil de polyester qui est fait à partir ou de polyester, ou de polyester qui a été recyclé et remis en fil, ou de bouteilles de plastique, ou tout ce qui va être Ok, des ouais, déchets plastiques qu'on peut utiliser. ouais. Et pour nous, c'était hyper important d'avoir ça aussi. Et à savoir également que, en fait, le polyester, c'est une des meilleures alternatives à la laine animale, et d'autant plus qu'on a un côté douceur qu'on n'a pas si on travaille avec de la laine. Oui, Et on est sur des budgets aussi, totalement différents parce qu'on a également des plaids en laine. Un plaid en laine, par exemple, il va être à 220 €, alors qu'un plaid en polaire, on peut commencer à 39 € pour la même taille. oui, c'est sûr que c'est niveau des budgets, Et c'est pour en fait, en termes de chaleur et en termes de niveau de performance, le polyester, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est, Yvon Chouinard, le créateur de Patagonia, qui en parle très bien dans son livre. ouais. Son livre, Let My People Go Surfing, laisser mes employés aller surfer. Où il a une approche du management qui est très moderne et qui est très chouette, et il parle du polyester justement et comment, en fait, il a révolutionné, le sport de montagne en proposant, des vestes en polyester qui étaient très chaudes, qui étaient très pratiques, qui étaient très techniques, en fait. Donc Mmh. c'est pas lourd, c'est chaud, ça protège du froid et en fait, ça protège aussi de l'humidité. OK. Donc c'est pas non plus une Oui, matière à bannir. oui. Oui, 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 clairement. Je voulais te demander si aujourd'hui quelqu'un veut se lancer dans une marque textile, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner suite à ton expérience d'entrepreneur? Bonne chance! Non, le conseil, c'est, croire en soi, rien lâcher, persévérer, même si c'est dur, s'accrocher, faire les bons choix, pas trop dépenser, commencer petit et petit à petit, réinvestir. Et je dirais sur le e-commerce, c'est difficile, on va pas se raconter d'histoire. Il y a de Mmh. plus en plus d'acteurs, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, Ouais. et c'est réel, Mmh. c'est réel. Et en fait, il faut, persévérer, proposer quelque chose de différenciant, avoir un vrai avantage concurrentiel et mettre ça en avant. Et je le parle pour moi aussi, hein. Tout ce que je te dis à toi, je me le dis à moi aussi. Mmh. C'est un sujet qu'on a beaucoup ces temps-ci parce qu'on est en train de repenser du coup toute la stratégie pour l'année prochaine, et même, dans la direction artistique, hein, les gens vont être sensibles à ce qui est visuel. Donc avoir une DA qui soit percutante, pertinente. Moi j'ai toujours, striking and relevant, percutant et pertinent. Ouais. Et je pense que c'est ça et qui fait la différence, et après, Mmh. être passionné. Je pense que c'est Oui. d'être quand on fait les choses avec son cœur, ça ne peut que bien se passer. Parce Mmh. que ça va attirer à soi les bonnes personnes et ce sont des cercles vertueux. Oui. Une bonne énergie amène des jolies rencontres et amène des clients sympas et amène un jour un client qui fait renverser la vapeur et qui Ouais. va faire que le business, peut-être qu'un jour, il va exploser. Mmh. En fait, ça m'est arrivé, en fait, dans mon histoire et je ne l'ai pas raconté. Mon Ah. business, il s'est transformé parce qu'un jour, j'ai un client qui est arrivé, Ouais. Jacques. Ah. Merci Jacques, je le remercie pour toute ma vie. J'étais sur un marché de Noël, donc j'avais déjà lancé l'entreprise depuis quelques années, et en fait, je continuais tous les mois de décembre, tous les hivers, j'étais en marché de Noël. Du coup, parce que ce que je te disais tout à l'heure, j'avais pas, du travail, à crever tous les jours, Ouais. et là, l'idée d'être en marché de Noël, ça me permettait de vendre le produit, de voir le ressenti client et cetera, et de continuer à travailler. Et donc je suis sur mon marché de Noël, en train de faire mes ventes, et là, j'ai un mec qui arrive, tu dois avoir, franchement, une petite cinquantaine. Il me dit: «C'est Ouais. toi Victorine?» Alors j'ai dit: «Oui, c'est moi». Il me dit: «J'adore tes plaids, je vais t'en prendre pour tous mes marchés de Noël, j'en ai 30.» Ouais. Et là, en fait, je sais pas s'il s'en rend compte et je sais pas si j'ai déjà eu le courage de lui dire. Il écoutera peut-être pas ce podcast, mais merci Jacques, Si jamais. tu as changé ma vie. Et en fait, quand il a cru en moi, j'étais jeune, j'avais 27 ans. Quand il a cru en moi, ce jour-là, quand il m'a dit: «Je crois en ton produit, j'adore ton produit», ça a changé ma conception des choses. Et en fait, c'est peut-être là où, quand tu m'as demandé tout à l'heure, le jour où je me suis dit, «J'ai pas un produit, j'ai une marque» et cetera, Mmh. ça a peut-être été à ce moment-là le pivot, en fait. Ouais. Il a pivoté un truc chez moi et je me suis dit: «Waouh, en fait, ce que Ça j'ai, ça t'a peut fait être un incroyable». déclic, ouais.
Et en fait, si je vends à lui, mais pourquoi j'irais pas vendre à quelqu'un d'autre, en fait? Pourquoi j'irais pas vendre à des revendeurs si lui, il a envie d'en acheter? Bien sûr que j'en ai Bah d'autres ouais, qui peuvent en acheter. ouais, Et c'est juste après lui que je me suis lancée dans mon premier maison et objet. Merci d'accord. Jacques. Sans lui, on serait peut-être pas là. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est que dans l'aventure entrepreneuriale, un jour, il y a une rencontre qui peut tout faire basculer. Et je pense que ces rencontres qui peuvent tout faire basculer, elles surviennent à des moments où on s'y attend le moins. Et clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'il pointe au marché de Noël. Et surtout quand on reste aligné, quand on reste sur son chemin, quand on est droit, Ouais. honnête, quand on est dans ses valeurs, Mm. pour moi, tout va bien se passer. On est sur Ouais. son chemin. Et bah, c'est très beau ce que tu dis. Je suis tout à fait en accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup, Victorine, pour cet échange. Avec grand plaisir, Céline. C'était un plaisir de partager mon expérience Ouais, et un petit bout de mon histoire plaisir grandement professionnelle. partagé. Merci Victorine pour cet échange et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, je vais repérer les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien en description du podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.